Bon, bonjour à tous. On m'a demandé de revenir sur 3 exercices du premier chapitre de Meca. Donc, premier exercice qu'on va essayer de revoir en détail, donc l'exercice 5 sur un lancement de projectile. Donc, la vitesse de lancement V0 forme un angle alpha par rapport à l'axe horizontal. Et donc, dans la première partie, on essaye de redemander quelles sont les coordonnées du sommet de la trajectoire atteinte. Donc, si on écrit le principe fondamental de la dynamique qu'on applique à l'objet, dans cette première partie, on aura uniquement le poids qui va agir sur l'objet. Donc, MA égale mg. Ici, on projette sur les deux axes Y et Z. Donc, on aura, bien sûr, la masse se simplifie. La projection selon Y point point vaut 0, Z point point est égal à moins G. On intègre Y point égale constante, qui sera la vitesse selon Y au départ, V0 cos alpha. Z point qui est égal à moins GT plus V0 sinus alpha. On montrera tout à l'heure, quand on sortira Y fonction de Z, que la trajectoire est en fait parabolique. Là, on vous demande en fait les coordonnées du sommet de la parabole. Donc, il suffit d'écrire qu'au sommet de la parabole, la vitesse selon Z, ici, est nulle. Donc, du coup, le temps au bout duquel on a atteint le sommet de la parabole, puisque Z point est égal à 0, ce sera V0 sinus alpha divisé par G. Voilà le temps ici au bout duquel on a atteint le sommet de la parabole. Si on veut trouver les coordonnées du point S, il suffit de réintégrer Y et Z. Donc Y, on aura V0 cosinus alpha T. Z égale moins 1,5 de GT carré plus V0 sinus alpha T. Remettons le temps dans l'expression. On aura Y du sommet qui fera V0 cos alpha multiplié par V0 sinus alpha sur G. Comme cosinus alpha, sinus alpha, c'est la moitié de sinus 2 alpha. Ça fait V0 carré sinus 2 alpha sur 2G. Et le Z du sommet, moins 1,5 de G, T carré, V0 carré sinus carré alpha sur G carré, plus V0 sinus alpha, multiplié par V0 sinus alpha sur G. Ça nous fait donc V0 carré sinus carré alpha sur G, moins 1,5, c'est-à-dire V0 carré sinus carré alpha sur 2G. Voilà les coordonnées du sommet de la parabole atteinte. Deuxième partie, donc après vous avez les applications numériques à faire en remplaçant les angles par 30, 60 ou 90 degrés. Petit c maintenant, on va essayer de trouver le lieu des points qui peuvent être atteints par la parabole. Donc suffit pour ça de sortir l'équation de la parabole en z fonction de y. Donc j'élimine le paramètre temporel ici. On aura z qui fera moins 1,5 de g, t carré ce sera y2 sur v0 carré cos carré alpha plus v0 sinus alpha fois y sur v0 cosinus alpha. On obtient donc moins 1,5 de g y2 sur v0 carré cos carré alpha plus V0, ça s'enlève, sinus alpha sur cos alpha, ça fait tangente, Y tangente alpha. Je vous rappelle que 1 sur cos carré, c'est 1 plus tangente carré. On va poser grand X égale tangente alpha. Donc on arrive à moins 1,5 de GY2 sur V0 carré, 1 plus tangente carré, c'est-à-dire 1 plus X carré, plus Y grand X. Voilà. On essaye de sortir l'équation du second degré en grand X pour trouver le lieu des points accessibles selon les valeurs de l'angle alpha. Donc on sort l'équation du second degré, ça nous fera moins 1,5 de G Y2 sur V0 carré, le tout facteur de X2, plus YX, ici, moins 1,5 de GY2 sur V0 carré plus Z égale 0. Équation du second degré en X que l'on obtient. Discriminant delta, donc B carré, Y carré, moins donc 4 fois 1,5 de GY2 sur V0 carré, facteur de 1,5 de GY2 sur V0 carré, plus Z. Voilà la valeur du discriminant. Et donc, pour avoir le lieu des points qui peuvent être atteints par le lancement de projectile, il faut bien sûr que delta soit positif ou nul. Strictement positif, 2 possibilités de l'angle alpha qui
qui peuvent permettre d'atteindre le point M. Delta égale 0, une seule possibilité. Si delta négatif, pas de possibilité. On simplifie par Y2. Donc on résout ça positif ou nul. Ça nous fera 1 moins 4 fois. Donc on aura GY2 sur V0 puissance 4, ici, moins 4 fois. Donc 4 fois 1,5, ça nous fait 2 fois GZ sur V0 carré, positif ou nul. Donc ici, je simplifie par Y2, une fois, 4 fois 1,5. Donc on aura ici sur les expressions G2, Y2 sur V0 puissance 4, moins ici sur la dernière expression, 4 fois 1,5, ça fait moins 2 GZ sur V0 carré. Donc du coup, j'obtiens 2GZ sur V0 carré qui va être inférieur ou égal à 1 moins G2, Y2 sur V0 puissance 4. Du coup, si je sors la valeur de Z, ici, j'aurai Z qui sera plus petit que V0 carré sur 2G, moins, ici, G, Y2 sur V0 carré. Voilà. Si on représente cette courbe-là, en fait, j'obtiens une parabole qui va partir ici de V0 carré sur 2G, voilà, et qui va s'arrêter pour une valeur ici de Z égale 0, c'est-à-dire V0 carré sur 2G, ici, égale GY2 sur V0 carré, soit Y carré égale V0 puissance 4, ici, divisé par 2G carré. On pourra sortir la valeur de Y correspondante. En fait, cette valeur-là, c'est la hauteur maximale atteinte, c'est-à-dire lorsque vous faites un tir à 90 degrés. Et puis, cette valeur-là, c'est la portée maximum lorsque le tir, bien sûr, correspond à un angle alpha qui vaut 45 degrés. Ça, c'est ce qu'on appelle la parabole de sûreté. C'est-à-dire que si on est en dehors de cette parabole, aucune possibilité d'atteindre cet objet-là. Si on est sur la parabole, une seule possibilité, un seul angle alpha permet d'atteindre la limite de la parabole de sûreté. Si on est à l'intérieur de la parabole de sûreté, on a 2 valeurs de l'angle qui permettent d'atteindre le lancement de projectiles. Très important dans le domaine militaire, si on veut être sûr d'échapper à l'atteinte d'un projectile, connaissant la vitesse V0, ici, eh bien, vous devez vous mettre à l'extérieur, ici, pour n'avoir aucune chance d'être atteint par le lancement de projectile. Voilà, deuxième partie. En plus du poids, on va faire agir une force, ici, de type résistance de l'air, du type moins kV. On verra ça en mécanique des fluides, c'est une force qui sera souvent présente pour des petites vitesses. Donc dans ce cas-là, on établit le principe fondamental de la dynamique de la même façon. Donc M dV sur dt égale le poids moins cette force du type moins kV. On obtient une équation différentielle, NdV sur dt plus kV égale mg. On résout cette équation-là, équation sens membre, A exponentielle moins K sur MT, plus solution particulière, mg sur K. Au départ, la vitesse vaut V0, donc V0 égale A plus mg sur K. Donc du coup, A, ici, ce sera V0, ici, puisque vous aurez vecteur nul égale V0 plus, donc V0 égale A plus mg sur K. Donc la constante A vaudra V0 moins mg sur K, exponentielle moins K sur mt plus mg sur K. Voilà ici la valeur de la vitesse V. Du coup, après, si vous voulez la position, vous réintégrez cette expression-là. Donc ça nous fera V0 moins mg sur K. On sort le moins m sur K exponentielle moins K sur mt plus mgt sur K plus B. On dit qu'à t vaut 0, le vecteur position égale vecteur nul. Donc ça nous fera moins m sur K V0 moins mg sur K, exponentielle de 0 qui fait 1. Ce terme la dégage, plus B. Donc B c'est égal à m sur K
V0 moins mg sur k que l'on reporte. Et du coup, ça nous fera V0 moins mg sur k, 1 moins exponentielle moins k sur mt, plus mgt sur k. Voilà les coordonnées du vecteur position, du vecteur vitesse ainsi obtenu. Le but, c'est de résoudre l'équation différentielle. Et après, si vous voulez directement les vitesses et les positions sur chacun des axes, il suffit de projeter. C'est pour ça que quand on vous demande, par exemple, ici, à quel moment vous atteignez le sommet de la trajectoire, ce qui ne sera plus une parabole, bien sûr, ce sera plus compliqué. Il suffit par exemple de regarder la vitesse selon z, puisque lorsque vous allez projeter, vous allez pouvoir sortir y point et z point. Donc par exemple, y point, si vous projetez, ça nous fera la vitesse v0 qui fera v0 cos alpha, exponentielle moins k sur mt. Par contre, la vitesse selon z, on aura v0 sinus alpha. Attention que le vecteur g selon z, ce sera moins g, donc plus mg sur k, exponentielle moins k sur mt, ici, moins mg sur k. Donc on dira par exemple, lorsqu'on sera au sommet de la trajectoire ainsi décrite, que z point vaut 0, on sort le temps correspondant et on pourra le mettre par exemple dans y point, si on veut la vitesse à cet endroit-là. Même chose sur les positions, puisque j'aurai ce temps. Il suffira de projeter, bien évidemment, selon y et selon z, le vecteur position, remplacer le temps qu'on a obtenu, et vous aurez les coordonnées du sommet de la trajectoire ainsi atteinte. Petit 3, maintenant, la force, ça se complique un petit peu. C'est du type moins kV puissance n. Donc, du coup, dans cette expression-là, on va refaire ici le dessin y, z sur cette coordonnée. On a un point correspondant, la vitesse, qui est collinéaire à un vecteur u. On va mettre un axe w et un petit a comme ça. Et la force F, elle est collinéaire dans le sens opposé à la vitesse. C'est du type moins kV puissance n. Démontrer que le mouvement obéit à une équation du type VdA sur dt égale moins g0 cosinus A. Donc on applique le principe fondamental de la dynamique. M fois l'accélération, mdv sur dt égale mg, ici, plus la force F' qu'on a caractérisée ici, moins kV puissance n. Donc la vitesse, on vous dit que v égale vu. Donc si je dérive v par rapport au temps, j'aurai dv sur dt u, plus, ici, v du sur dt. Du sur dt, on l'écrit en du sur dA, dA sur dt. Le vecteur u fait cos A ex plus sinus A ey. Le vecteur w, c'est moins sin A ex plus cos A ey. Donc on voit que si on dérive u par rapport à A, on tombe sur le vecteur w. Donc du coup, ici, dans le m dv sur dt, je vais avoir m dv sur dt u plus mv du sur dA, on a dit que c'était w, donc dA sur dt, vecteur w, égale mg plus f'. Ce que l'on fait, bien évidemment, c'est qu'on va projeter selon le vecteur w. Donc du coup, si on projette toute cette relation-là selon le vecteur w, la masse va se simplifier, ça nous fera vdA sur dt, f' est porté par le vecteur petit u, donc pas de projection selon le vecteur w. Si vous projetez le poids selon le vecteur w, j'aurai moins mg0 cosinus A, ou moins g cosinus A. Voilà l'expression demandée. Maintenant, on va la passer en z, ici, pour avoir la relation suivante. Donc, on va écrire que dA sur dt, c'est dA sur dz sur dt. dz sur dt, c'est la vitesse selon z. La vitesse selon z, ce sera ici v sinus A. Donc, je remets ça dans l'expression. Ça nous fera v dA sur dz, ici, fois v encore, donc sinus A égale moins g cosinus A. On sépare les variables, on obtient moins g dz sur v carré égale dA sinus A sur cos A. Le moins, on va le mettre de l'autre côté, ce sera plus pratique. On met les bornes correspondantes, puisqu'on va intégrer sur l'arc de courbe N1S. Donc, on va intégrer de grand Z à petit h.
De l'autre côté, en grand Z, on voit que l'angle c'est A1 et en petit h, l'angle vaut 0. Du coup, on effectue cette intégrale, on se retrouve avec ici directement U' sur U, donc ça fait log de valeur absolue de U, mais on n'est pas embêté ici, donc entre A1 et 0. Lorsque l'angle vaut 0, cosinus de 0 ça fait 1, log de 1 ça fait 0, donc ça nous fera moins log de cos A. Ça, on fait ça sur la portion 1. On fait ça de la même façon sur la portion 2, qui est la redescente. Du coup, je vais obtenir que G intégrale de Z à H de dz 1 sur V1 carré moins 1 sur V2 carré égale log de cos A2 sur cos A1. Donc en faisant le premier parcours moins le deuxième parcours. Entre le point N1 et N2, si on applique le théorème de l'énergie cinétique, donc l'énergie cinétique en N2 moins l'énergie cinétique en N1, c'est la somme des travaux des forces. Travail du poids nul puisque l'altitude n'a pas varié. Il n'y a que le travail de la force qui s'oppose au déplacement. Cette force, bien sûr, est une force agissante, donc le travail sera négatif. Donc il y aura perte d'énergie cinétique. Donc en fait, V2 est plus petit que V1. Donc 1 sur V2 est plus grand que 1 sur V1. Donc du coup, dans l'expression qui est là, si on met au carré, 1 sur V2 carré est plus grand que 1 sur V1 carré. Donc ce terme-là, ici, sera négatif, puisque la vitesse V2, elle est plus petite que la vitesse V1. Du coup, log de cos A2 sur cos A1, c'est négatif. Ça veut dire que cos A2 est plus petit que cos A1. Comme cosinus est une fonction décroissante de l'angle sur 0 puis sur 2, ça nous fait A2 est plus grand qu'A1. Donc l'angle d'ouverture A2 sera plus grand que l'angle d'ouverture A1. Voilà cet exercice-là. Deuxième exercice qu'on m'a demandé de reprendre, l'exercice 9 sur le mouvement hélicoïdal. Voilà, donc sur le mouvement hélicoïdal, on vous redonne l'équation de l'hélice, hein, x égale à cos θ, y égale à sinus θ et z égale bθ. Écrire les équations cartésiennes de la trajectoire sous la forme x fonction de z, y fonction de z. Suffit de remplacer θ par z sur b et vous avez donc x égale a cos z sur b ou y égale a sinus z sur b. Caractérisez en quelques mots les projections de la trajectoire dans le plan x ou y. Donc dans le plan x ou y, vous sortez cosinus θ de la première, sinus θ de la deuxième. Ça fait donc x carré plus y carré égale à carré. Donc c'est un mouvement circulaire dans le plan x, y. Et bien sûr des mouvements sinusoïdaux. X fonction de z, y fonction de z, puisque vous vous retrouvez avec a cos z sur b ou a sinus z sur b. Les coordonnées de la vitesse. On dérive ce qu'on a là par rapport au temps. Donc les coordonnées de la vitesse, on va avoir a θ point sinus θ ex plus a θ point cosinus θ ey plus b θ point ez. Voilà les coordonnées de la vitesse. Comment montre-t-on que la vitesse forme un nombre constant avec l'axe des z? On fait le produit scalaire avec l'axe des z. Donc du coup, il reste bθ point. Et on sait aussi que c'est la norme de v fois la norme ici de z, cosinus de l'angle entre les deux. La norme de v, vous faites racine carrée de chacune des composantes au carré. Sinus carré plus cos carré, ça fait 1. Donc ça nous fera ici racine de A2 plus B2, θ point cos phi. Et du coup, j'obtiens que cosinus phi, ici CP, sur racine de A2 plus B2. On voit que cet angle il est constant, ne dépend pas du temps. Si vous voulez le sinus, vous faites bien sûr sinus égale racine carrée de 1 moins cos carré, vous obtenez la valeur du sinus de l'angle. 2C, la trajectoire est orientée dans le sens des z croissants, donnant en fonction d'un l'expression de la vitesse en fonction de l'abscisse curviligne. Donc la vitesse, on vient de l'établir ici. L'expression de la vitesse, c'est racine de A2 plus B2, θ point. Donc on voit qu'en fait, ici, puisque c'est la dérivée de S par rapport au temps, en fait, l'abscisse curviligne, c'est racine de A2 plus B2, θ.
Calcule ensuite les coordonnées du vecteur accélération. Donc l'accélération, je redérive par rapport au temps. Ça nous fait moins a θ point point sinus θ, ici. Donc moins a θ point carré cosinus θ, le tout selon le x. En y, j'aurai a θ point point cos θ, moins a θ point carré sinus θ, en ey, plus b θ point point ez. Montrer que cette accélération se met sous la forme at fois le vecteur tangent plus an fois le vecteur normal. Déterminons déjà le vecteur tangent du repère de freinée. On sait que la vitesse, elle est tangente à la trajectoire. Donc c'est du type v fois t. Donc du coup, le vecteur t, je vais pouvoir écrire que c'est le vecteur vitesse sur la norme de v. Donc le vecteur vitesse, on l'a encore là-haut, moins a θ point sinus θ ex, plus a θ point cosinus θ ey, plus b θ point ez. Je dérive par la norme de la vitesse, racine de A2 plus B2, θ point. On simplifie par θ point, et j'obtiens donc que le vecteur t, c'est égal à moins a sinus θ ex, plus a cosinus θ ey, plus b ez, sur racine de A2 plus B2. Pour avoir le vecteur n, on dit que le vecteur n et t sont orthogonaux. Le vecteur n doit être, ici, forcément unitaire également. Donc le vecteur n, ici, on va le mettre dans le plan, pas de coordonnées en z, puisqu'on verra apparaître sur les différentes coordonnées. Donc ça nous fera par exemple moins cos θ ex moins sinus θ ey. Du coup, on va essayer de retrouver les vecteurs à partir des vecteurs t et n, l'accélération normale et l'accélération tangentielle. Pourquoi? Parce que l'accélération peut se mettre sous la forme at fois t plus an fois n. Donc ici, si on regarde un petit peu dans l'expression de l'accélération, le vecteur t, il est là, moins a sinus θ, on l'a sur cette expression-là, ici. Ensuite, le a cosinus θ, on l'a sur cette expression-là, et le b, ici, on l'a sur cette expression-là, à θ point point. Donc en fait, on voit que l'accélération tangentielle, ce n'est rien d'autre, ici, que dv sur dt, c'est-à-dire s point point, c'est-à-dire racine de a2 plus b2, θ point point. Donc on voit qu'en fait, si on multiplie par θ point point, n'oublions pas qu'au dénominateur sur t, vous avez racine de a2 plus b2 qui vous fait disparaître de l'accélération. En fait, l'accélération tangentielle, ce sera racine de a2 plus b2, θ point point. C'est en fait la dérivée de v par rapport au temps. Et l'accélération normale, en fait ici, sur cette expression-là, on va regarder un petit peu ce qui nous manque, puisque c'est ce terme-là. On voit que sur l'accélération normale, vous avez ici moins cos θ, il est ici. Ensuite, moins sinus θ, vous l'avez là. En fait, il nous manque le a θ point carré. Donc, a θ point carré sur l'accélération normale. Du coup, on va pouvoir trouver une relation. Donc, on a dit que at, c'était dv sur dt. Maintenant, on va trouver une relation avec l'accélération normale. Ici, on va montrer en fait que c'est égal à v carré sur le rayon de courbure. V carré, on l'a encore ici, A2 plus B2, θ point carré sur le rayon de courbure. On sort donc le rayon de courbure, ici, qui est égal à A2 plus B2 sur petit a. Voilà ici l'expression du rayon de courbure. Deuxième partie, maintenant, on va déplacer un objet sur cette hélice. Bon, l'axe des ailes, par contre, ils l'ont mis vers le bas. Donc, les forces, il y a le poids. Et puis, on vous parle d'une réaction. Et comme, en fait, l'objet se déplace sans frottement, cette réaction sera sans cesse perpendiculaire à l'hélice. Donc, force appliquée, le poids et la réaction perpendiculaire à l'hélice. On applique le principe fondamental de la dynamique. Ça nous fait m dv sur dt, m fois l'accélération, c'est-à-dire m at t plus m à n
fois le vecteur normal, égale, ici, le poids mg plus cette réaction. Comme la réaction est purement normale, on va projeter sur le vecteur t. Donc du coup, ça nous fait m. L'accélération tangentielle, on a dit que c'était s point point. Et le poids, pour regarder un petit peu ce que ça fait selon l'axe tangentiel, en fait, on va faire P scalaire T. Donc P scalaire T, ici directement. Si on regarde un petit peu les coordonnées du poids, mg, ez, et le vecteur T, bien sûr, il y a une composante en ex, y et ez, mais ce n'est pas la peine de s'intéresser à ex, y, il suffit de s'intéresser uniquement à la coordonnée selon ez. Ça nous fera B racine de A2 plus B2 EZ. Donc finalement, P scalaire T, quand on projette, ça nous fera mg B racine de A2 plus B2. Du coup, S point point, on simplifie par M, ça nous fera GB sur racine de A2 plus B2. On intègre une première fois par rapport au temps, ça fait GBT sur racine de A2 plus B2. On réintègre pour avoir le S. Donc ça nous fait 1 demi de G BT carré sur racine de A2 plus B2. Voilà les expressions de S point point, de S point et de S qui sont demandées aux questions suivantes. Deux petits dés, il faut trouver le temps mis par l'anneau pour aller du point A à un point B. Donc le point A, admettons, il est là, on effectue un tour sur l'ellipse, donc on monte de 2 pi B. Je vous rappelle que 2 pi B, c'est le pas de l'hélice, donc petit b, c'est le pas réduit de l'hélice. Donc quand on effectue un tour sur l'hélice, on augmente le petit z de 2 pi b. Donc le delta z, ici, lorsqu'on effectue une variation d'angle de 2 pi, le delta z est égal, bien sûr, à 2 pi b. Donc ça veut dire ici qu'au niveau de S, puisqu'on a dit que tout à l'heure, S c'était racine de A2 plus B2 θ. Lorsqu'on varie de 2π, le delta S, il est égal à racine de A2 plus B2 fois 2π. Donc du coup, je vais pouvoir trouver le temps correspondant. Donc ça nous fera 1 demi de GB sur racine de A2 plus B2 multiplié par T carré égale racine de A2 plus B2, facteur de 2π. Donc j'obtiendrai T carré qui fait 4π A2 plus B2 sur GB. Donc le temps, ce sera la racine carrée ici de 4π A2 plus B2 sur GB. Donc je reprends ici, S ici 1 demi de GB T carré sur racine de A2 plus B2 multiplié par T carré. Le delta S, on sait que c'est un racine de A2 plus B2 fois 2π. Donc T carré, ça nous fera 4π A2 plus B2 sur GB. Donc le temps, ici, correspondant au passage de A à B, racine de 4π A2 plus B2 divisé par GB. Quelle est l'énergie cinétique de l'anneau lorsqu'il passe au point B? Donc quand il va passer au point B, ici, on s'aperçoit que pour le point B, S, ici, sur cette valeur-là, donc en B, S, puisque c'est racine de A2 plus B2, multiplié par θ, on voit en fait ici qu'au point B, S est racine de A2 plus B2 multiplié par 2π. Comme l'énergie cinétique, c'est 1 demi de M ici, multiplié par S point au carré, ça nous fait 1 demi de M ici, G2, B2, A2 plus B2. Le temps au carré, je le reprends ici. Donc ça va nous faire ici, donc multiplié par le temps au carré, c'est-à-dire 4π2 A2 plus B2 sur GB. A2 plus B2 se simplifie, l'énergie cinétique vaut 1 demi de M. 4π sur 2, ça nous fait 2π. G
B. Voilà l'énergie cinétique au point B. Montrer que l'on retrouve le résultat en utilisant le théorème de l'énergie cinétique. Variation de l'énergie cinétique égale somme des travaux des forces. R ne travaillant pas, il n'y a plus que le travail du poids. Le travail de poids, c'est mg fois la variation d'altitude. Variation d'altitude, mg, ici, fois 2π. Voilà pour cet exercice-là. Dernier exercice, l'exercice 12, qui est un exercice de méca du solide. Ici. On va représenter un petit peu le système. Donc vous avez ici deux axes X et Y, un morceau de cercle, ici rattaché en C, une longueur de tige qui est là. C'est un petit peu mieux quand même. Voilà. Donc en fait la longueur AB, elle est égale à 2L ici dans l'exercice, et on vous dit que en fait cette tige elle est fixée ici et elle glisse sans frottement, et puis bien sûr il y a l'action du poids, il y aura l'action des actions de contact. Donc en fait le système est conservatif parce que le poids est conservatif, et comme il n'y a pas de frottement, en fait le travail ici des actions de contact sera égal à 0. Du coup on va pouvoir utiliser la conservation de l'énergie mécanique. L'énergie mécanique, on écrit ça sous la forme de P plus EC. L'énergie potentielle d'un solide, c'est très simple, hein, c'est mg fois la hauteur. Attention, x est gradué vers le bas, donc ça nous fera moins mg x du centre de gravité, mg x de C. Déterminons la longueur OC. Donc on a un triangle ici rectangle en C. Si on utilise Pythagore, ça fait OC carré plus AC carré égale OA carré. Ça fait OC carré qui m'intéresse. OA carré, c'est R carré. AC carré, c'est la longueur de la barre, puisque la longueur de la barre fait 2L, donc AC fait L, donc ça fait moins L carré. Ça fait L carré, si vous élevez L au carré, ça fait 3 quarts de R2, soit 1 quart de R2. Ça veut dire que OC fait R sur 2. Donc ça nous fera moins mg ici, R sur 2 cosinus θ. Voilà l'énergie potentielle. L'énergie cinétique, deux termes de l'énergie cinétique d'un solide. 1 demi de J θ point carré plus 1 demi de M Vc carré. Ça fait 1 demi de J, vous le propose ici, 1 tiers de ML2. Donc ça fait 1 sixième de M L2 θ point carré plus 1 demi de M. Comme OC, c'est égal à R sur 2 ER, la vitesse du point C, ici, ça sera R sur 2 θ point Eθ. Donc finalement, la vitesse du point C, ça nous fera 1 demi, ici, donc 1 quart de R2 θ point carré. On remplace L carré par sa valeur, 3 quarts de R2, donc ça nous fera 3 quarts de 1 sixième de MR2 θ point carré plus 1 quart de MR2 θ point carré. Donc on arrive à 1 huitième sur cette quantité-là, 1 sixième de M. Ici, je vous rappelle que L2 c'est égal à 3 quarts de L2 sur cette quantité-là. 1 demi de MVC carré, puisque la vitesse VC c'est R sur 2 ici. θ point cos θ, donc ça nous fait 1 quart. Donc là, vous voyez que vous avez 1 huitième plus 1 quart, ça fait 3 huitièmes de MR2 θ point carré. Voilà, du coup, si on somme l'énergie potentielle plus l'énergie cinétique, ça nous fera moins mg R sur 2 cos θ plus 3 huitièmes de MR2 θ point carré égale constante. On dérive tout ça par rapport au temps, puisque c'est une constante. Donc ça nous fera mg R sur 2, θ point, sinus θ, plus 3 quarts de M R2.
La dérivée de θ point carré, bien sûr, c'est pour ça que j'ai mis 3 quarts, c'est 2 θ point point, égale 0. On simplifie par θ point. On passe aux petites oscillations. Je simplifie par m, ici, et on obtient g r sur 2 θ plus 3 quarts de R2 θ point point égale 0. Soit une équation du type θ point point plus 2g sur R θ égale 0 pour les petits angles. On trouve l'équation à l'oscillateur harmonique. Il suffit de poser oméga 0 carré racine, ou si on vire le carré, racine de 2g sur R. Et donc vous avez un mouvement qui sera du type θ de t égale a cosinus oméga 0t plus b sinus oméga 0t. Je vous rappelle que la pulsation racine de 2g sur R, donc la période t0, 2pi racine de r sur 2g. Vous voyez qu'elle est indépendante des conditions initiales, c'est ce qu'on appelle l'isochronisme du mouvement. Quelle que soit l'amplitude que vous prenez au départ, bien sûr on reste dans le cas des petites oscillations, vous voyez que la période est indépendante du temps. Voilà ces trois exercices-là. Dans la foulée, on fera les deux chapitres suivants de mécanique. Un premier chapitre de mécanique qui sera le dernier de mécanique du solide, et puis un premier chapitre ici sur la mécanique des fluides.